Méphisto Red! Méphisto Red! Ben là. Du bon côté. Mais c'est pas aussi impressionnant que les licornes à Kevin. Là. C'est vrai. Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 135. On voit qu'entre 134 et 135, David a pratiqué son lancer de Warpstone Glow juste pour être sûr de le faire du bon bord. Puis là, il est vraiment bien shaké cette fois-ci, contrairement à l'autre épisode. Bravo, David. On tient à remercier la Vis, fier commanditaire du podcast. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a un invité, et non le moindre. Quelqu'un qui, selon moi, mérite d'être nommé 2 fois plutôt qu'une. Quelqu'un qui porte un prénom qui est hors du commun et qui permet à la fois de pouvoir démontrer sa grande personnalité et sa force de caractère. Bienvenue, Kevin. Salut les gars, super content d'être ici à soir. Très content de te recevoir. Là, on le dit tout de suite, là, c'est pas Kevin qui a un voice modulator qui se parle à ça sonnait comme ça, ton introduction. Là. Exact. Moi, je fais juste donner du crédit là où il est dû. C'est tout. Exactement. Je suis d'accord avec toi, là, t'amènes des bons points direct en partant, Kev. Ça fait plaisir, Kev. Ça va être un peu, hein? ça va être magnifique. C'est rare que je me lance des compliments, mais là, je peux comme le faire à travers quelqu'un d'autre, c'est magnifique. J'adore ça. C'est bon. Ben, on avait un petit message pour vous pour commencer l'épisode. David, je pense que tu avais fait un shout-out à la fin du dernier épisode. Oui! Donc, on a le petit concours. À chaque épisode, on vous demande d'aller commenter sur YouTube pour deviner à quel type de peinture le chandail de Kevin fait référence. Pas celle-là. Pas celle-là, pas la chemise. Ceux qui s'essayent sur la chemise, ça va être une mention spéciale, là, mais... Et on a eu quand même quelques réponses avant le dernier épisode, mais on vous le mentionne maintenant. Le grand retour de Derek, qui sur l'épisode... Allô Derek! Sur l'épisode Portrait Hobby JFB Mini, photographe de figurines, nous dit Katashan Green. Ah, c'est ton petit hoodie, là? Ouais, c'était mon hoodie. On est proche. Ouais. On est proche, mais on est peut-être plus proche de Death World Forest. C'est intéressant. Que Katashan Green. Parce que Kenny, lui, pour l'épisode qui suivait, mais qui est le même enregistrement, nous disait Deathguard Green. Ah, Deathguard Green, Death World Forest, Katashan. On est vraiment pas loin, là. Moi, je pense que les deux méritent une bonne réponse, mais il aurait pu faire un effort supplémentaire. Bravo, les gars. Ben, merci, Kenny et Derek. Puis sinon, pour tour de table, là, on a Eric qui s'est donné dans sa réponse, comme juste Eric peut le faire. Fait que, en Game Workshop, il nous dit un mix de Dark Reaper et de Mechanicus Standard Grey. Shit. En Valero. Dark Reaper puis Mechanicus Standard Grey pour mon hoodie vert. Ouais, un mix. Ben, t'as un Christine mix, il n'y a même pas de vert là-dedans. En Valero. Tu parlais de ses ratios dans son mix, là, parce que là... Non, mais il me donne les codes 22-52 pour Dark Reaper et 21-24 pour Standard Grey. OK, bon ben, fait que là, Eric a comme trouvé une façon de pouvoir gagner le système. Il mixe des couleurs qui ne fit pas, puis on va pas le tester. on va pas le tester, Eric. Fait que tu me forces à te donner raison juste par paresse. Bravo. Mais, attends, pas juste ça. Il nous dit en Valero, Flat Green. En AK Interactive, Dark Blue Grey. En Scale 75, Field Grey. Avec une touche de gris pour éclaircir. Ah, je suis d'accord avec le Field Grey. Ah! OK. Non, il n'a pas dit Phil Grey, il a dit Field Grey. Oui, en effet. Puis, la peinture de ton favori, Kevin, Tout in Coats. Ah ouais. Traitor Green avec une touche de gris pour éclaircir. Juste pour l'effort, il mérite qu'on dise son nom une autre fois. Merci, Eric. Ah, ça me donne envie d'acheter du Tout in Coats. C'est pas bon, ça. C'est pas fin, ça. J'ai déjà en masse de peinture. Tu vu ça? Faut que je défasse tout ça pour la chambre du bébé. Là. J'ai encore tout ça à ranger. Là. Ça montre même pas la moitié de ce que j'ai. Ça n'a aucun sens. Okay? Tu m'aides pas, Eric. Tu m'aides pas. Ben,
Je pense, maintenant qu'on a félicité tout ce beau monde-là, fait que là, on a Eric qu'on félicite, on a aussi Kenny, puis on a Derek. Oui. Excellent. Fait que merci à tout le monde d'avoir participé. On pourra revenir sur la couleur de ce chandail-là, je pense, au prochain épisode qu'on en parle. Oui. Exactement. Fait qu'on va lire vos réponses la prochaine fois. On pourrait peut-être commencer à parler avec Kevin, comme c'est une personne extraordinaire, avec un prénom hors du commun. Je pense qu'on pourrait commencer. Comment tu vas, Kevin? Moi, ça va super bien. Puis toi? Ça va comme un cave peut aller. Exactement. Fait que toujours bien. Là. On reste positif. C'est excellent. Yes. Tu avais préparé quelques questions, je pense, David, parce que là, on est dans un thème un peu old world. On peut voir en arrière de toi que tu t'es un petit peu laissé aller dans les Arcane Journals. Ben oui, j'ai mis mes livres du old world dans mon background pour bien accompagner le sujet. Toujours des indices subtils dans le background à David, hein, on se rappelle. Toujours. Mais avant tout, ce qu'on aime faire à Soirée Peinture quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, c'est demander son historique de joueur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a des réponses différentes, des historiques différents, puis ça nous donne un beau panorama de où les gens viennent puis qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Fait que Kevin, je te lance la question. C'est quoi ton historique de joueur et ou de modéliste ou de peintre? Oui, parfait. Fait que moi, je suis sûr que tu n'as jamais entendu l'histoire que je m'apprête à te lancer. Là. Alors, je suis rentré comme par hasard, par accident dans le lobby autour de l'an 2000-2001. C'était la fête à un de mes plus jeunes frères, puis il a reçu pour sa fête de son parrain une boîte remplie de magazines. Terrible cadeau à donner à un enfant de 8 ans. Ceci étant dit, entre les Reader's Digest et les Shotland, dans le fond de la boîte, j'ai trouvé un White Dwarf. Et là, ça a fait un moment Eureka. Et en regardant le White Dwarf, les modèles, les couleurs, les batailles qui étaient rangées, là, évidemment, c'était Warhammer Fantasy Battles à l'époque aussi. J'ai comme accroché. Puis j'ai réussi à convaincre ma mère de m'amener avec 3 amis acheter des armées de Warhammer. Puis, imagine faire ça en 2025. Elle a fait le saut pour le prix en 2001, puis c'est ça. Fait que, elle ferait le même saut encore aujourd'hui. Ah non, pire, je pense. Pire, là, il faudrait comme réhypothéquer, genre, la maison, quelque chose. Fait que, tout ça à cause d'un magazine. Exactement. Tout ça à cause d'un magazine, d'un cadeau mal pensé. Fait que j'ai arrêté, là, un petit peu comme la plupart des gens, je pense, durant les années au secondaire. Puis, je suis vraiment replongé dans le hobby, là, il y a une quinzaine d'années, pendant que j'étais à l'université, puis par après. J'ai joué beaucoup à Warhammer 40 000 dans le temps, Warhammer Fantasy Battles, la 8e édition surtout dans mon cas, Age of Sigmar, Warcry, j'ai déjà été un adepte aussi comme vous autres de Warcry. Dans les dernières années, l'hérésie d'Horus, j'ai comme genre 5000 points de Night Lords là, à la maison, j'ai comme perdu le contrôle un peu. Là. C'est un désastre. Là. Encore le contrôle! C'est 5000 points. T'es pas à 30 000 points. Oh, exactement. 30 000, c'est une perte de contrôle. OK, bon point. Fait que finalement, j'ai une petite armée de encore un débutant. Fait que c'est ça. Puis dernièrement, David, là, depuis que le Old World est ressorti en janvier 2024, comme je me suis lancé là-dedans pratiquement à temps plein, je ne croyais pas faire ça, mais le jeu m'a comme vraiment accroché, puis j'y suis resté. Puis dans les derniers mois aussi, là, j'ai butiné un petit peu. Grâce au podcast, à votre podcast, j'ai maintenant une armée de saga. Je commence à travailler là-dessus. Puis ma communauté locale ici, là, moi je suis dans le coin de Gatineau, Ottawa, là, ma communauté locale, on a fait une campagne de Mordheim aussi. Fait que je passe dans les images, vous allez voir ma warband d'Amazon là, que j'ai fait pour ça. Oui. En gros, c'est ça mon historique, David. T'as-tu fait. C'est beaucoup de games. Excuse David. Vas-y. J'ai 2 petits commentaires. Premièrement, je vais souvent dans le coin de Gatineau puis Ottawa. Fait qu'on va peut-être pouvoir s'organiser une game. J'adore ça aller dans ce coin-là. Yes. Fait que on s'organisera quelque chose. Peut-être avec tes Night Lords puis mes Salamanders. On pourrait. Fantastique. Ouais. Quelque chose. Yes. Deuxième affaire. David, c'est pas parce que tu dis le mot historique 4 fois dans l'introduction d'un invité que ça veut dire qu'on va nécessairement parler de historique. On est dans un monde fantastique ici. Je te demanderais, s'il te plaît, de switcher ta Switch. Puis, tu sais, fantastique. Tu sais, ta fantastique de joueur, ton expérience fantastique de joueur. Tu sais, il y aurait comme moyen de...
En tout cas, je voulais juste le dire. Là. J'ai eu une mention pour Saga quand même. Et je pense que c'est ça qui arrive. David, ce qu'il fait, c'est qu'il plug des invités, puis il met le mot historique tellement souvent qu'une fois de temps en temps, ils font « Je l'avais pas prévu, mais je me suis tenu dans le Saga. » Tiens, voici mon historique. C'est ça, je me sentais mal de ne pas mentionner quelque chose d'historique. Là, fait que, en vérité, j'ai 12 bonhommes d'assemblée puis 60 dans une boîte, là, mais oui, j'ai nommé de Saga. C'est à peu près 5000 points de Night Lords. C'est à peu près la même chose. À peu près, ouais. Mais c'est comme ça que David y appelle le peer pressure positif. Ah, exact. Voilà. Exact. Mais je suis curieux, là, parce que je pense qu'on va y revenir dans l'entrevue plus tard quand on va parler de Old World, mais dans ton parcours, as-tu fait du jeu de rôle aussi ou c'est purement jeu de figurines? Non, j'ai jamais joué, mettons, à Donjons et Dragons, quelque chose comme ça. Là. C'est quelque chose que peut-être j'aurais un intérêt à essayer un jour, là, mais ça a vraiment toujours été du wargame là, de mon côté. Là. Puis j'ai beaucoup focusé dans le passé, côté peinture, comme j'avais vraiment un petit groupe de joueurs avec moi là, rapprochés. Je pense que c'est juste depuis que j'ai déménagé là, dans le coin d'Ottawa-Gatineau, là, il y a à peu près 2 ans, que je suis rentré dans une communauté là, vraiment plus grande, là, puis que le focus a changé un petit peu plus vers le community building, vers l'événementiel, comme que ça soit tournoi ou non, là, les ligues, ce genre d'affaires-là, là, parce que c'est un petit peu comme ça que le hobby est consommé ici. En général. Ouais, c'est en ça. Général. Mais il y a quand même une bonne culture là, de compétition, de tournoi dans la région ici, là, pour plein de raisons là, qu'on ne s'en sera pas. Là, mais c'est ça, fait que j'ai touché un petit peu plus à ça. Là, aussi. Mais les ligues, quand que je travaillais au magasin, au Games Workshop, c'était beaucoup des ligues qui étaient créées parce que justement, les ligues, c'est comme une des façons les plus faciles de engage avec ta communauté. De les amener à toucher un peu à tout dans le hobby. Ouais. Fait que, si tu fais pas des ligues, tu fais juste des tournois, tu vas toujours avoir le même genre de personnes. Ouais. Tu vas toujours avoir le même genre de communauté qui va s'auto-nourrir, s'auto-suffire, mais qui va aussi pas nécessairement tant que ça grandir parce que tu fais pas vraiment de recrutement là-dedans. Alors qu'avec des ligues, tu peux toucher à tout. Tu peux faire du recrutement et ensuite faire des tournois. Puis tu vas amener tes ligues dans des tournois. Fait que c'est winner faire des ligues. Là. Ouais, t'as 100% raison. Là. Moi, je fais partie d'un podcast là, anglophone là, avec deux gars ici dans la région. Puis on a rencontré, les trois s'est rencontrés à travers cette ligue-là. Fait que ton exemple est comme super pertinent. Puis ensuite de ça, évidemment, les mêmes joueurs, comme tu as mentionné, là, on les retrouve dans les tournois. Puis on a aussi comme des espèces de ligues ou événements narratifs là, qu'on a fait ici dans la région aussi. Puis c'est les mêmes personnes aussi. Là, fait. Nice. Bon, ben écoute, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se rejoigne à quelque part à Gatineau à un moment donné pour pouvoir faire le quoi. Absolument. Yes. Moi, je pense qu'il y a une méga table de Zone Mortalis qui va voyager à un moment donné. Ah ouais, c'est parfait ça. Excellent. Fait qu'entrons dans le vif du sujet. Kevin, tu nous disais que tu as passé la plus majeure partie de ton année 2024 sur The Old World. Ouais. Peux-tu nous expliquer c'est quoi Warhammer The Old World pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu-là ou qui l'ont juste vu passer? Oui, absolument. Fait que, en fait, là, The Old World, là, c'est un retour à l'univers narratif de Warhammer Fantasy Battles, qui est vraiment, là, comme je dirais, l'univers qui a lancé Games Workshop à ses débuts. Puis ça, évidemment, là, comme vous savez tous, ça a disparu autour de 2015 avec les End Times. Le jeu Old World est sorti, comme j'ai mentionné tantôt, en janvier 2024. C'est vraiment, là, ça diffère des autres jeux qui sont offerts par Games Workshop en ce moment parce que c'est un jeu là, de bataille rangée, là, comme on dit, rank and flank, premièrement. Puis d'un autre temps, là, la plupart des auditeurs vont quand même se reconnaître parce que ça ressemble vraiment à la formule Games Workshop, là, des jeux qui sont I go, you go, avec des phases là, que vous connaissez tous, là, phase de stratégie ou commandement, mouvement, tir, combat. Là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, là, mais l'aspect bataille rangée, c'est quand même unique là, chez Games Workshop. Ouais, parce que c'est le seul jeu qui reste qui est bataille rangée. Je pense qu'il y a... Non, j'en vois pas d'autres. Fait que c'est vraiment le seul. Et durant longtemps, ça a été le seul aussi. Là. À la fin, quand tu perds dans les End Times, c'est à la fin de la 8e édition, il était effectivement rendu le seul. Ouais. Ouais, OK. Puis, as-tu une idée comment ce projet-là est né chez Game Workshop? C'était quoi, selon toi, leur objectif initial avec ça? Oui, absolument. Fait que...
selon moi, puis selon ce que j'ai entendu et j'ai lu, là, en fait, là, je pense qu'on peut vraiment. Premièrement, ils ont annoncé le projet du retour The Old World en 2019. OK? Ça veut dire qu'ils ont commencé à travailler dessus une couple d'années avant. Puis moi, je trouve que un bon point dans le temps là, qu'on peut marquer ici, là, c'est genre autour de 2017-2018. Il y a une réorganisation à l'interne de Games Workshop qui s'est fait, où ce que le studio à l'intérieur de Forge World est devenu le Specialist Design Studio chez Games Workshop. À partir de ce moment-là, ils ont starté plein de nouveaux projets. Puis là, c'est là qu'en rafale, on a vu Necromunda revenir, on a vu Blood Bowl revenir, on a vu les Résidorus comme revenir. Elle existait encore, mais être vraiment rafraîchie là, massivement. Puis finalement, The Old World qui est sorti l'année dernière. Là. Fait que moi, je pense que ça s'inscrit dans ce contexte-là. Puis deuxièmement, quand ils ont arrêté, là, ils ont tué le vieux monde en 2015. Ensuite de ça, il y a eu quand même des compétiteurs qui sont dessinés. La communauté a continué avec Ninth Age, là, qui était comme un gros projet communautaire pour comme continuer la lancée de Warhammer Fantasy Battles. Puis probablement que quand le Specialist Design Studio, ils regardaient dans quel genre de projet on se lance, ils ont vu ça, ils ont vu qu'il restait des fruits sur la grappe à aller chercher. Ils ont vu le succès de Total War Warhammer aussi, je pense que c'est important de mentionner. Puis tout ça ensemble. T'es sûr qu'il y avait juste des fruits sur la grappe? Il n'y avait pas un peu de plastique aussi? Ouais, puis du vieux Finecast, vraiment mauvais. Là. Du vieux Finecast avec des bulles dedans. Là. Exact. Ouais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, David, selon moi, la genèse de ce projet-là. Ah oui. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Vas-y, David, je m'excuse. Vas-y. OK. Parce que en 2015, quand ils ont sorti Age of Sigmar, moi, je travaillais au magasin. Puis les lignes de com que nous, on recevait, c'était voici le nouveau jeu qui s'en vient, on le remplace avec ça qui s'en vient. Ouais. Mais il n'y avait pas de Warhammer Community à l'époque. Il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas d'article. Fait que moi, on recevait un genre de brief, si tu veux. Puis il y avait un trou béant de communication, même avec le magasin, quand Age of Sigmar est sorti. Fait qu'on avait un roman, qui était comme un tout petit roman. Ouais. Puis on avait la boîte de départ. Il n'y avait pas de Battle Tome. Il n'y avait pas de points. Il n'y avait rien. Fait que, on avait ça. Et la dernière fois qu'on avait quelque chose de fantastique avant, c'était les End Times avec Warhammer Fantasy Battle. Fait que, il y avait comme cette espèce de clash-là qui était tellement énorme en termes de gameplay, en termes de look, en termes de tout, mais avec zéro communication. Puis au fil du temps, entre 2015 et 2016, jusqu'à 2017, on a vu Age of Sigmar se transformer en un jeu qui n'a pas de points, avec des livres de campagne, avec certains War Scroll Legends avant que Legends was a thing. Ouais. Avec des jokes dedans. Fait que là, tu avais comme les vieux modèles qui étaient Legends sans être appelés Legends à l'époque, qui avaient des jokes dedans. Puis les War Scroll nouveau genre qui sortaient, qui étaient mis dans le même bateau sur Internet, mais sans explication de Games Workshop. Juste ces deux affaires-là coexistaient en même temps avec la même validité. Fait que tout se mélangeait, tout était sans contexte et sans structure. Puis plus qu'on approche de 2017, plus qu'on voit une structure. On voit des points, on voit des scénarios match-play, on commence à voir dessiner le narratif open match-play qui se dessine à l'époque. Puis là, la timeline que tu crées, on a comme un shift à l'intérieur des studios de création où on est en train de réfléchir à qu'est-ce qui reste comme plastique sur les agrappes, qu'est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher dans les parts du marché. Puis là, tu avais Kings of War, tu avais Ninth Age, tu avais Conquest se réfléchissait sensiblement à l'époque parce que ça sortait comme 2020. Fait que il était déjà en production. Fait que je peux pas croire qu'à l'intérieur de l'industrie, ça se parlait pas. Tu sais. Puis la date, on a beaucoup que c'est des anciens de Game Workshop qui sont dans ces jeux-là. Absolument. Oui, absolument. Yes. Fait que tu sais, t'as comme un petit moment, là, comme tu disais tantôt, là, le 2017, mettons, à 2019, t'as ton Age of Sigmar qui essaie de se définir. Puis t'as ton old school qui est en train de se ramener pour pouvoir reprendre des affaires qui existent de la communauté ou de d'autres compagnies, mettons. Yes, 100%. Je trouve ça intéressant. Ouais, tu sais, comme je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis comme moi, j'ai jamais travaillé chez Games Workshop, mais le désastre de communication dans la transition entre Warhammer Fantasy Battles puis Age of Sigmar, là, je l'ai vécu en tant que joueur à l'époque.
Puis, tu sais, je me rappelle dans mon groupe de joueurs, tu sais, tout le monde, on s'en regardait, puis on était comme, on fait quoi avec ça, tu sais, là, genre... fait que là, on se disait, mettons, on va faire des armées avec des points de vie, tu sais. OK, amène 80 points de vie, puis là, c'était genre, moi, j'ai amené 60 clan rats, puis toi, moi, j'ai comme 3 dragons, oups. Tu sais, comme c'était vraiment comme awkward, là, comme transition, puis l'espèce de... On n'en parle pas, on n'a pas de méthode de communiquer avec nos fans, c'était vraiment... C'était pénible. Ben, tu vois, David a sûrement plein de questions, fait que je m'excuse, David, je te redonne la parole. Mais quand ça s'est sorti, nous autres, à l'époque, au magasin, il y avait comme vraiment cette espèce d'aspect-là de « on vous donne pas d'infos », mais la seule demande, c'était « vous devez pousser Age of Sigmar ». Ouais, c'est votre nouveau core set. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a comme des quotas de vente, là, tu peux pas juste vendre du 40K. On doit vendre ça. Puis habituellement, quand Games Workshop nous envoie ce genre d'affaires-là, c'est parce qu'au niveau financier, il y a vraiment comme un apport important pour les magasins. Puis évidemment, on s'entend que Games Workshop, quand ils produisent ce genre d'affaires-là, ils veulent pas que ce soit un flop. Fait il faut que l'argent rentre, tu sais. Puis il y avait un trou de communication, puis on n'avait rien de notre côté. Puis durant comme le premier 1 an, avec les livres de campagne qui sortaient, moi, ce que j'avais fait au magasin, c'est que j'avais créé des ligues puis des campagnes narratives autour de ces livres-là. Puis les gens qui jouaient leurs plus vieilles armées, parce que là, on s'entend que plus que le temps avance dans cette année-là, là, t'as les Aranja qui sortent. T'as les Fire Slayer qui sortent. T'as les Donnettes. Ouais, Sylvanette qui sort. Ouais. Fait que là, t'as des armées qui sont faites. Les Khorne Bloodbound, les Stormcast, évidemment. Ouais. T'as des armées qui sont full faites pour Age of Sigmar, qui cohabitent avec les vieilles affaires. Yes. Puis ça filait comme ça. Ça filait comme c'est une vieille affaire. David, je me rappelle, était venu jouer à un Path to Glory au magasin qu'on avait joué ensemble, Ces humains contre mes Beastmen. Et mes Beastmen avaient reçu des genres de formations, des détachements, si tu veux. Puis lui, non. Lui, la seule formation narrative qu'il aurait pu avoir, c'était celle des flagellants, genre. Puis dans l'armée, David, si je me rappelle bien, t'avais comme 20 flagellants, je pense, dans ton armée. Oui, puis Path to Glory était fait qu'il fallait que j'aille 20 flagellants. Je ne pouvais pas aller plus. Il n'y avait genre pas le choix. Fait qu'il joue une formation qui est faite, qui est basée sur des flagellants, mais il y en a juste 20 dans sa collection. Pour que cette formation-là vaille la peine, il fallait que t'en joues genre 60. Fait qu'il peut pas vraiment jouer ça, alors que moi, de l'autre côté, je peux jouer 3 Gorgones avec des Minotaurs. Puis, il n'y a pas de point. Fait qu'il faut qu'on discute ensemble de qu'est-ce qu'on va vivre. Fait que moi, ce que ça m'avait donné comme expérience au magasin, c'était justement cet aspect-là de on peut pas fonctionner avec des points de vie. On peut pas fonctionner avec des points faits maison. Il y a même des gens qui me disaient, moi, dans mon gaming group, ce que j'essayais, là, c'était du cash. La boîte, elle coûte combien? Et padaille, OK. Oui. J'ai des clients qui venaient au magasin et qui disaient, moi, mon système dans mon gaming group, c'est, je vais jouer, ma boîte, elle coûte combien? 55 $? C'est 55 points. On joue une game de 200 points. Fait que ça gérait les monstres. Puis il y en avait beaucoup qui utilisaient... Pour vrai, je vois que vous réagissez, mais c'était commun. Je l'entendais vraiment régulièrement. C'était les points de vie ou le cash. C'était les deux façons. Puis moi, à chaque fois, ce que je leur disais, c'est « Mais gang, je le fais ici à chaque mercredi. Là. C'est une conversation que ça vous prend. Il n'y a pas de système magique. Il n'y en a pas. Le cash, les points de vie, ça ne marche pas. C'est tellement broken, ça se défait vraiment vite. Ce qui fait que ça fonctionne chez vous, c'est que vous vous êtes parlé. Vous avez créé un système entre vous qui fonctionne. Au point où, à la fin de cette année-là, nous, au magasin, on avait reçu le prix comme étant le magasin au Canada qui avait vendu le plus de Age of Sigmar. Qui avait été le plus positif et le plus... qui avait fait le plus de growth autour de Age of Sigmar. Puis ça m'avait toujours amené à me dire, mais comment ça se fait qu'on a atteint ça? Puis tu vois, les joueurs, comme tu mentionnes, il y avait tellement un trou de communication que comment tu vas aller dans un magasin puis enjoy ton hobby? Comment tu vas aller fréquenter une communauté puis enjoy ton hobby s'il n'y a personne pour le prendre en main pour pouvoir te cadrer? Absolument. Ce que je me suis dit, c'est que notre expérience en magasin, c'était ça, dans le fond, c'est qu'on a cadré l'expérience des gens le plus possible puis qu'on a évité des espèces de match-up horribles que les gens pouvaient vivre qui leur donnaient plus envie de faire ce hobby-là. 100%, ouais. C'est tout ce que vous autres, vous viviez de votre côté?
Absolument, là, tu sais, puis comme ça marche quand, genre, t'es avec ton groupe d'amis super proche, puis vous êtes capable d'avoir les discussions parce que vous connaissez, vous parlez déjà, mais tu sais, t'engager avec la communauté plus large quand, comme, t'as pas nécessairement l'espace pour avoir cette discussion-là, surtout que, tu sais, en 2015, les Discord, ces affaires-là, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, là. Ben non, des forums encore. Ouais, exactement. Tu sais, là, engager la communauté de la Terre entière sur Daka puis te faire ramasser, là, tu sais, c'est comme pas le même genre de discussion de qu'est-ce que toi t'es en train de parler, là, tu sais. Puis, comme, le seul autre commentaire que ça m'amène, Kev, c'est genre, tu sais, on peut-tu s'entendre que c'est une mise en marché d'un produit majeur assez botché et couche, là, tabarouette. La seule chose que je pourrais comparer, c'est Curse City. Ouais, parce que, ça. Curse City, c'était un flop plus momentané, genre de production. C'est vrai. Je pense que même si The Old World, il y a eu de la misère au début du côté de Games Workshop, tu peux pas battre Curse City. T'en parles, tu fais des vidéos, tu mets ça sur Warhammer TV, on n'a pas. Puis on n'en refera plus. T'as un trou béat de communication encore durant 3 mois. Mais c'est ça qui arrive, je pense. Si on fait un résumé, c'est des trous béats de communication dans les affaires qui sont incohérentes. Oui, exact. Yes. Ouais. Ben ouais. Fait que là, contrairement à ça, Fantasy, il arrête ça. On a tout l'épisode des Just Mort qu'on a un peu abordé maintenant. 2020 qui nous annonce le retour 2019. 2019. Le retour du Old World, puis ça sort en 2024. Oui. Est-ce que c'est un saut 2015-2024, on a Fantasy Battle qui continue dans The Old World. Est-ce que c'est un nouveau jeu? C'est un retour aux sources, finalement. Ouais, fait que, en fait, là, comme une couple de... Tu sais, je pense que c'est passé des choses là, derrière les coulisses entre 2019 et 2024, là, parce que, tu sais, au début, il y avait plein de communications, puis c'était comme aligné avec les jeux Total War, tu sais, ils nous présentaient des nouvelles armées là, qui se lèvent, entre autres, KT, tu sais. Puis là, après ça, comme plus vraiment de nouvelles. Après ça, les nouvelles sont revenues, puis on mentionnait plus rien de nouveau. On avait réduit l'étendue du projet quand c'est sorti. Puis là, c'est sorti en 2024. Puis comme, tu sais, Phil en a parlé un petit peu, là, il avait complètement sous-estimé la demande puis l'intérêt. Puis là, ça a fait un départ un peu tout croche. Mais ça s'est résorbé quand même. Là. Fait que au niveau de... Pour revenir à ta question, par contre, David, là, est-ce que c'est une nouvelle expérience ou un retour aux sources? Fait que je pense que la première chose, là, c'est quand moi, je voyais ça de l'externe avant que le jeu arrive, je pensais, puis j'étais probablement pas le seul, que c'était vraiment un projet de nostalgie, tu sais, que Games Workshop essaie d'aller chercher des vieux de la vieille qui n'avaient pas transitionné à Age of Sigmar, puis tu sais, là, qui avaient encore leurs armées, puis aller chercher un petit peu plus d'intérêt d'eux autres, là. Mais je pensais ça moi-même, mais en fait, c'est plus ça que je pense aujourd'hui. Moi, comme le message que je voudrais lancer par rapport à ça, c'est je pense que c'est vraiment un projet comme passion, là, un passion project du studio qui tripait vraiment sur ce jeu-là avant, qui l'ont ramené là avec toutes les armées, avec toutes les options, incluant des armées qui n'existaient plus depuis des années. On peut penser au Chaos Dwarf, l'armée que je joue le plus souvent moi-même, qui existe zéro dans la ligne de produits Games Workshop en ce moment, avec des modèles qui n'ont pas produit depuis genre 20 ans, là, 30 ans même. Je viens d'acheter le chariot. Ben exactement. Ça, c'est un excellent exemple. Les ogres impériaux en est un autre. Moi, dans mon armée, j'ai un Lamassu que la dernière fois qu'ils ont produit une figurine pour ça, c'était en 1994. Là, fait que puis elle est dans mon armée, puis elle a des règles, puis c'est pas des règles genre lancées, botchées, rien qu'un profil. Là, comme non, elle a full de règles, full détaillé. Là, fait que c'est vraiment, selon moi, un projet passion pour eux. Puis ils ont travaillé super fort pour donner là, de la saveur narrative à peu près tout ce qu'ils ont touché. Puis selon moi, ça apparaît vraiment quand tu joues. Là. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, c'est sûr que David, ta prochaine question, je pense, c'est par rapport à si ça se distingue de Warhammer Fantasy Battle. Là. Puis, je suis comme dans ma lancée, je pense que je vais juste continuer. Là. Vas-y. La réponse, là, c'est oui et non. Tu sais, comme, je peux pas, en bonne conscience, vous dire que c'est absolument très distingué à 100% de Warhammer Fantasy Battle parce que ça reste le même univers avec les mêmes armées, les mêmes unités, puis tu sais, un concept de jeu qui est somme toute similaire dans Ranking Flank. Le format reste une bataille rangée. Exactement, là, tu sais, là, fait que c'est sûr que ça. Par contre, là, tu sais, il y a une couple de choses. Fait que d'un point de vue narratif, on est dans une autre époque, tu sais, on n'est plus dans les End Times.
On est 300 ans avant. Fait que, tu sais, c'est un petit peu le Horus Heresy de ce qui était Warhammer Fantasy and Times, tout ça. Exact. Tu sais, on est vraiment loin dans le temps, 300 ans avant. Fait que les personnages, ça dépend des races, là, parce qu'il y en a qui vivent plus longtemps que d'autres, là, mais les personnages ont changé. Là, les elfes, ils scrapent un peu le concept. Là. C'est ça. Là, mais ils en ont quand même amené des nouveaux aussi. Tu sais, fait que, c'est vrai. En tout cas. Puis ensuite de ça, au niveau des règles, tu sais, c'est une espèce, là, je dirais, une compilation là, des greatest hits là, de Warhammer Fantasy Battles. Fait que, tu sais, ils sont allés chercher des règles de la 6e édition, ils sont allés chercher des choses de la 8e édition. Puis après ça, ils ont un peu tout passé ça dans le blender, puis ils ont rajouté là, la saveur comme plus au goût du jour là, en termes de design de jeu. Là, tu sais, fait que je te donne 2 exemples rapides là, de choses qui ont été comme refaits pour être plus modernes. Là, tu sais, là. Premier exemple, les combats rapprochés. Là, je sais que vous avez joué à Warhammer Fantasy Battle à la fin. Là, on avait beaucoup là, des situations où les combats, là, c'était genre noir ou blanc. Tu perdais un combat, ton unité se poussait et elle se faisait détruire à 100%. Là. Ça arrivait souvent. Là. Mais ça se peut encore, mais c'est beaucoup plus rare que cet été. Ils ont tous refait le système de combat. Puis le résultat le plus courant maintenant, c'est des replis sous contrôle. En anglais, ils appellent ça un fallback in good order, qui est comme ce qui se passe le plus après un combat. Puis ça, les unités se replacent sur le terrain. Tout bouge un peu à la fin des combats. Ça vient comme resetter la façon que, en fait, tes armées sont placées. Puis là, ça t'emmène à un nouveau problème là, tactique, une nouvelle façon de regarder l'espace de jeu. Fait que, c'est super intéressant. Puis c'est vraiment un gros plus à comparer de comment qu'on faisait ça avant. Là, mais parce que je me rappelle... Ça, il y a eu une époque où tu perdais un combat, tu perdais ton moral, ton unité se poussait. Ouais. Puis après ça, il y a eu une époque où tu pouvais la rattraper puis tu la détruisais d'un coup. Je pense que le but, c'était vraiment d'accélérer le jeu. Là, si je comprends bien, ils reviennent un peu à un hybride des deux. Ouais, c'est un hybride des deux. En fait, tu as 3 résultats à tes combats possibles. Là. Je ne vais pas rentrer dans un aparté vraiment massif là-dessus, mais tu peux comme briser absolument comme avant, là, te sauver puis te faire overrun. Là. Ça, c'est une option. Là, ce qui arrive le plus couramment, c'est que tu fais un repli contrôlé, tu te replaces, puis le combat continue dans la ronde d'après. Puis tu peux aussi rester sur place là, quand tu scores là, égal en termes de résolution de combat. Là. De ce que je me rappelle, j'ai entrevu la 7e édition. Ouais. J'ai lu des affaires de la 6e quand je travaillais au Games Workshop, parce qu'on avait des vieux codex, on avait des vieux livres de règles, des vieilles affaires. Fait que j'avais pas vraiment joué, mais j'ai lu ça. J'ai joué la 8. Et mon expérience, début 8 fin 8, c'est pas la même, parce que début 8, il y avait pas les codex de tout. Il y avait beaucoup d'affaires de 7e, même de 6e édition qui existaient encore. Et à la fin de la 8e, ce que j'avais beaucoup comme impression, c'est qu'il y avait énormément de combats qui étaient toujours de 2 façons. Soit c'était un stalemate, parce que dans le fond, tout le monde était un genre de fearless, indomitable, whatever. Fait que tout le monde avait full de leadership, personne ne se sauvait. Exact. Il y avait juste des casualties, tu reformes les affaires, puis tu continues à te battre à la même place. Exact. Puis ça n'existe plus. Là, ouais. Ah ouais, c'est ça. Puis sinon, c'était l'overrun, comme que tu décrivais tantôt. Dans le tournoi, Kevin, c'est ça. Tu voulais tout le temps faire un overrun parce que sinon, la game, elle allait pas assez vite. Puis c'est que tu pouvais perdre statistiquement. Fait que Warhammer Fantasy Battle était vraiment basé sur Photo Break. Puis si tu te rappelles, mettons exemple, moi, une stratégie qui était vraiment efficace, c'est d'y aller avec la peur aussi. Parce que quand tu gagnais le combat, que tu avais la peur puis que tu outnumberais, tu auto-breakais la personne. Fait que, exemple, moi avec mes Dark Elves, tout était bâti sur overrun avec des unités plus petites, puis je te passe dessus sur ton ordre, genre, dépendamment en utilisant les différents buffs des armées. Fait que ça devenait, genre, à la fin de ces éditions-là, c'est ce que beaucoup de monde aimait moins des règles, c'est que ça pour quelqu'un qui bâtissait pas son armée d'un niveau compétitif, qui voulait y aller plus l'aller narrativement, les mécaniques du jeu, en plus de comme on a touché un peu au début, ça reste un jeu différent des autres, là, de masse, il fallait que tu fasses des roues, que tu te positionnes. On en a parlé souvent dans le podcast. Moi, ce que je me rendais compte à la fin, c'est quand je jouais, avant même que la game commence, j'avais souvent gagné. Si ton déploiement était fait mieux que l'autre, tu avais mieux bâti ton armée, c'était fini. Fait que, absolument. Ouais. Fait que ça valait la peine de mâcher toutes ces règles-là pour peut-être avoir un jeu de masse, mais des fois peut-être plus agréable à jouer. Ouais, puis un petit peu moins de masse quand même aussi. Là, comme le point que t'apportes, Kev, puis Phil aussi, là, où ce que, tu sais, moi, quand j'ai fini à la 8e édition, là, j'avais genre
300 figurines. J'avais genre 3 unités de 100 gobelins. Là, puis, parce que c'était pour avoir le Unbreakable. Le bonus de Horde, là, c'est ça. Mais à 10 par 10. C'est ça. C'était facile, 10 par 10. T'es à peine, là, t'es sors d'un CIO, là, puis t'es mais ça n'existe plus, là, ça, aujourd'hui, là. Tu sais, comme tu vois bien plus des unités qui sont genre autour d'une vingtaine de modèles, là, entre 10 puis 20, tu sais, comme mid-size unit, je dirais, là, de grandeur médium, là, ou moyenne, là, pas des unités de 100, là, il y en a plus, là. Okay? Puis, tu vois, ce que tu décrivais tantôt au niveau du moral puis du breaking au corps à corps, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu as ce que tu décris, ça rend la chose plus dynamique. 100%. Ouais. Puis ça, pour moi, ça fait toute la différence. Yes. Parce que le fait que le combat se termine puis que les choses bougent, tu disais tantôt, ça donne un autre puzzle, ça donne un autre affaire. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, puis là, tu sais, tu sais pas ça va être quoi ton résultat, tu sais pas ton unité va se replier jusque où. Après ça, tu sais pas comme quelles autres unités qui vont se retrouver sur ses flancs par rapport à ce mouvement-là qui est comme semi-aléatoire. Là. Fait que tu sais, là, ça vient que c'est comme un peu c'est absolument un nouveau puzzle à gérer là, à chaque fois. Que je trouve comme une mécanique super intéressante. Puis tu sais, comme les grosses unités puis les combats qui étaient vraiment genre blanc ou noir dans le passé, c'était des irritants, je pense, dans la communauté. Puis un autre irritant, c'était comment le système de magie jouait, là, tu sais, fonctionnait dans le temps. Où ce que, tu sais, là, moi, je me rappelle là, avoir mes 100 gobelins que j'ai parlé d'avant, là, puis mon frère avait des slans, Lizardmen, puis comme il me délitait une unité tour 1 avec un sort, là, tu sais, là. Purple Comme Sun. ça, ouais, exactement. Là. C'est là, vraiment le fun là, pour tous les joueurs impliqués. Là. Fait que ça l'a changé radicalement. Tu as utilisé un mot que je pense qui résume bien, c'est qu'à la fin de la 8e édition, puis ça avait commencé dans la 7e, il y avait beaucoup de prévisibilité dans le jeu. Fait que si tu bâtissais en fonction de ça, ton adversaire pouvait avoir complètement aucun fun. Tu commençais la game avec lui, parce que tu pouvais positionner ses unités. Quand tu le faisais free ou faire quelque chose, un mouvement obligatoire, tu pouvais forcer où ce qu'il allait se ramasser. Avec ta magie, tu étais capable de savoir combien tu allais avoir de power dice, qu'est-ce que ça allait donner, quel spell tu allais donner. Ouais. C'était rendu genre... je pense qu'il y avait comme un bon fond, mais le jeu était rendu beaucoup prévisible quand tu avais un adversaire qui voulait vraiment utiliser toutes ces mécaniques-là. Mais il y avait, comme Kev disait un peu tout à l'heure, il y avait toujours moyen de s'entendre sur le type de partie que tu veux jouer. Mais il reste que le jeu en tant que tel, si tu suivais les règles, était très prévisible dans son résultat. Absolument. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Puis l'affaire qui me rend le plus heureux, c'est que le studio, ils ont pris conscience de ces enjeux-là, puis comme ils ont essayé de les régler. Puis je pense que le résultat, il donne de quoi qu'on n'est plus dans ce pattern-là. Là. Fait que je pense que c'est vraiment positif. Là. Puis là, tu parles du studio, puis quelque chose qui m'a frappé quand on a échangé un peu sur l'épisode, tu disais qu'il y avait une philosophie différente, une philosophie de design différente des autres jeux de Game Workshop. Peux-tu élaborer un peu qu'est-ce que tu veux dire par ça? Absolument. Fait que, en fait, là, moi, j'ai vu un petit peu ça. Là, c'est vraiment de quoi que j'ai porté attention dans la dernière année avec The Old World parce que j'ai joué un petit peu à la 10e édition de 40K quand c'est sorti. Puis comme ultimement, je me retrouvais plus dans ce jeu-là. Tu sais, comme il y a de quoi, puis je disais comme c'est quoi qui se passe, puis finalement, quand j'ai joué à The Old World, ça l'a comme cliqué pour moi. Puis je pense que ça revient à comment que le jeu et la philosophie du design, comme tu as mentionné, là, du concept de jeu en général. Fait que je pense qu'au cours, là, tu sais, puis je vais commencer par le changement, puis je pense que ça va vraiment rendre ça clair. Là, c'est, je pense au cours des 5, 6, 7, 8 dernières années, là, Games Workshop, studio principal, ils ont vraiment changé sur comme 2 gros points. Fait que premièrement, avant, il y avait une influence jeu de rôle RPG qui était vraiment grande dans les jeux de Warhammer. Là, si tu retournes là, à la base de 40K ou Fantasy Battle, on était plus RPG, jeu de rôle que jeu de guerre comme on l'entend aujourd'hui. Là. Puis après ça, au fur et à mesure que ça avançait, on a quand même gardé cette influence-là, là, avec des jets de dés là, qui sont super comme critiques au cheminement du match, puis que tu peux pas vraiment prédire, ou avec des façons de construire tes personnages dans le détail, tes unités dans le détail. Puis tout ça, ça l'a disparu, selon moi, parce que l'influence derrière les jeux Games Workshop a vraiment changé pour être, je pense, influencé par les board games, d'une part, par les jeux comme
les jeux de cartes comme Magic, là, avec les combos puis tout ça, puis les jeux vidéo aussi, je dirais, là, avec les updates fréquents, puis les FAQ, puis l'engagement avec la communauté. Ça, en soi, c'est pas mauvais, là, mais puis comme je peux te donner 3 exemples, tu sais, là, comme pour moi, là, juste vite de même, mais il y en a bien plus, là, fait que, premièrement, remplacer toutes les règles universelles, là, puis les gros livres de règles par on a 4 pages de règles, puis toutes les habiletés sont sur la carte de l'unité. Là. Tu sais, là, tu sors ton unité, voici ce qu'elle fait, c'est ça son habileté. Elle. Okay? Ça, c'est comme vraiment board game-esque là, pour moi. Ouais. Deuxièmement, comme remplacer l'aspect personnalisation de ta liste d'armées, puis de tes unités, puis de tes personnages, tu sais, par chaque modèle a son loadout qui vient dans la boîte. Là. Ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est vraiment comme jeu de rôle-esque. Tu sais, là, comme moi, une des grosses frustrations que j'ai vécues avec la 10e édition de 40 000, j'ai dit, je vais jouer mes Night Lords comme des Chaos Space Marines parce que j'en ai 5000 points, comme on a déjà discuté. Puis, tu sais, j'étais là, je vais emmener une unité de Terminator. Puis là, c'était comme, il y en a un qui a un Lightning Claw puis un Bolter. Puis l'autre, après ça, lui, il a 2 épées. Puis l'autre, il a puis aucune possibilité de changer ça, là, parce que c'est ça qui venait dans la boîte. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est bien tannant, ça, là. Moi, j'ai des Night Lords, je veux que les 5 y aillent des Lightning Claws ce matin, tu sais, là, comme. Puis je veux qu'il soit cool, parce que dans le roman que j'ai lu, il y avait 3 gars dans le squad qui étaient de même, puis le sergent, il était de même, puis le dos d'à côté, c'est un apothicaire rejeté, puis il a le droit, je peux-tu le jouer? Je peux faire ce que je veux? Ouais. Exact. Puis ça n'existe plus. Là, fait que ça, pour moi, c'est comme le deuxième bon exemple rapide. Puis le troisième, je pense, comme l'aspect, là, j'en ai déjà parlé, là, de chance ou aléatoire des dés a été remplacé vraiment là, par un focus sur la fiabilité des dés, là, puis un focus sur les combinaisons. Fait que, là, prévoir les trucs. Exact. Là, si vous avez joué à Warhammer 40 000 ou EOS là, dernièrement, là, combien de fois vous entendez là, une interaction du style genre « OK, j'ai 14 attaques, je frappe sur des 2, je reroule les 1, les 6 vont exploser en 2 jets de touche. Pour blesser, c'est sur du 3, je reroule les 1, puis je fais 2 dommages. Ouais. Finalement, tu lances 14 dés, puis tu as 32 dommages de fait. Tu sais, comme ça, genre, on est vraiment là-dedans, là, les combos, là, c'est vraiment comme la philosophie, là, je pense, de comment que ces jeux-là sont construits. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est comme le premier gros changement qui s'est passé. Puis The Old World, un petit peu comme les Résidorus aussi, là, tu sais, on est revenu plus à la façon ancienne ancienne, entre guillemets, là, de faire des jeux. On parle pas de. Vintage! Exactement, tu sais, de faire des jeux de Games Workshop. Puis je vous dirais tu sais, là, comme un autre bon exemple là, de ce que je viens de mentionner aussi, là, c'est, tu sais, dans les jeux modernes de Games Workshop, en fait, excuse mon deuxième gros point, David, là, c'est dans les jeux modernes de Games Workshop, on n'essaie plus de simuler une bataille ou un conflit, selon moi. C'est un jeu qui se passe sur un aire de jeu, okay? Puis tu peux gagner là, des matchs en ayant 0 interaction avec l'armée de ton ennemi. Tu sais, là, ça a été mon autre grosse frustration là, quand j'ai essayé de me relancer à 40 000. C'était comme, OK, puis je score des points comment? Faut que j'envoie des unités aux 4 coins de la table. Puis il faut que je plante des drapeaux invisibles dans les objectifs qui sont comme des ronds sur la table. Tu sais, j'étais genre là. J'étais genre là, tu sais, premièrement, entre Kevin, on se comprend, mais j'étais genre là, je peux-tu juste tuer mon adversaire? Toi, t'es un Kevin. T'as compris quelque chose. Yes. Bravo! On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais les nouveaux boards, autant de Age of Sigmar que de 40K, avec les ronds d'objectifs dessus. Ben oui. Ça ressemble plus à. Puis c'est pas un défaut, c'est juste que c'est une philosophie différente. Ça ressemble plus à une patinoire où tu vas là scorer des points. Yes. T'es plus dans, comme tu dis, une simulation de bataille d'un conflit. Exact. Moi, c'est frappant pour moi là, quand je pense à ça. Puis, ultimement, comme c'était ça ma frustration avec 40 000, c'est que je me retrouvais plus là-dedans. Ça me parlait plus, moi. C'est plus ça que je voulais faire. Puis là, quand j'ai pris The Old World, j'ai dit, gardons je sais pas, là, mon commandant là, des nains du chaos, là, je peux le mettre sur une monture, je peux lui donner telle arme, je peux lui donner telle règle spéciale, je peux. Tu sais, mon unité, si j'en veux 13 dedans, puis j'en veux 4 avec cet équipement, tu sais, je peux faire ce que je veux. Là, tu sais, le tableau est ouvert, puis après ça, quand je me présente à la table pour jouer le match, ben, comme, faut que je tue l'autre armée. Tu sais, là, comme, on représente un conflit, là, tu sais, là. Fait que ça me parlait beaucoup plus. Ben, tu vois, je m'excuse, David. Puis dans le fond, dans les différences de philosophie, puis tu nous en parlais un peu avant qu'on commence à enregistrer, mais l'approche par journal, qui a l'air d'être une approche plus narrative
100%. Qu'est-ce que ça nous amène, les journals? Oui, absolument. Fait que, tu sais, je pense que la plupart des auditeurs sont au courant de qu'est-ce que c'est un codex puis qu'est-ce que c'est un battle tome dans les jeux plus mainstream de Games Workshop. À The Old World, ce concept-là n'existe pas. Fait que ce qui sort, c'est ce qui s'appelle des Arcane Journals. Puis les Arcane Journals, ça réécrit pas tes datasheets, ça te donne pas des nouveaux points. Tu sais, là, David, t'en as une couple là dans les mains. Puis, tu sais, là, il n'y a pas de conversation là, de hey, j'espère que je vais avoir un bon codex qui va sortir. Tu sais, là, comme ça n'existe pas. Tu sais, puis ce que ça l'emmène à Arcane Journal, puis ils sont vraiment basés, là, c'est une approche qui est super narrative. Là, ça t'emmène des différentes façons de jouer ton armée. Fait que je peux vous donner une couple d'exemples. Tu sais, là, David, toi, je sais que tu tripes bretonien. Là, ben, les Bretoniens, tu aurais par exemple une armée d'exilés bretoniens que tu pourrais jouer. Fait que, tu sais, ça, c'est un noble déchu là, qui s'est fait exiler de la Bretonie puis qui est rendu dans les Border Princes, là, la frontière, l'espèce de Far West qu'il y a dans le monde de Warhammer. Fait que, tu sais, ça donne, et oui, des nouvelles règles. Puis vous allez me dire, ben, on a vu ça dans des sub-factions, dans les autres jeux, des nouvelles règles. Là. Ça, c'est correct, là, puis je suis d'accord. Mais on va beaucoup plus loin là, dans The Old World parce qu'on va grandement restreindre les unités que tu peux prendre dans ton armée. Puis on va te donner des nouvelles unités à part entière. Tu sais, je parlais d'un projet de passion tantôt, là, des unités qui Games Workshop, ils n'ont pas de modèle. Là, tu sais, là, puis ils disent comment convertir si tu veux, tu sais, là, puis pour t'inspirer, puis tout ça. Fait que tu sais, ton armée d'exilés, là, t'aurais des brigands qui se seraient joints à ça. Ils ont ramassé des bombardes, peu tout croche comme canon qu'il n'y aurait jamais normalement. Il n'y a pas de prophétesse ou de figures religieuses comme ça, vraiment. Là, c'est remplacé par des mages là, un peu louches, là, des outcast wizards là, là, qui font un peu n'importe quoi. Là. Fait que c'est vraiment comme une approche. Puis ça, c'est un narratif, je pense, qui se vend comme extrêmement bien. Puis tu sais, c'est là, tabarouette, j'ai le goût de commencer cette armée-là, c'est tellement cool, tu sais. Fait que, puis tu sais, comme un autre exemple, là, l'armée que je suis en train de faire, vous allez voir un des modèles, je pense, dans le slideshow que David a monté, là, mais tu sais, là, les Wolves of the Sea, là, tu sais, là, je dirais pas les loups de mer en français parce que ça sonne un peu trop maritime, là, mais... les pirates de Chaos, là? Ouais, ben en fait, c'est des tribus de maraudeurs qui pillent les côtes du Vieux Monde, là, qui partent là en bateau. Les Norscan? Oui, exactement, qui partent de Norsca puis qui s'en vont piller l'Empire, la Bretonie, etc. Puis tu sais, fait qu'on prend comme l'armée des Warriors of Chaos, on t'enlève tout ce qui est les Warriors eux-mêmes, exactement, Chosen. Tout ce qui est dans full plate, là. Exactement. Ouais. Puis t'as une bunch de gars en chess, là, fait que c'est genre Conan le barbare, l'armée, là. Puis on te rajoute plein d'unités comme qui sont narrativement comme qui font du sens avec cette armée-là. Fait que tu sais, t'as des chefs de tribus maraudeurs, t'as genre des berserkers, tu sais là, qui peuvent se rajouter à ça. Il y a des skin wolves qui sont comme des maraudeurs qui se transforment en genre de loups-garous qui participent à ces raids-là, puis tout ça. Fait qu'on te donne plein d'unités comme ça, puis après ça, on te rajoute des règles genre tellement narratives puis tellement intéressantes qui viennent donner tellement de caractère. Fait que comme je vous donne un exemple que je tripe vraiment encore dessus, là, c'est que au lieu d'avoir un jet de dés pour décider qui commence un match avec quand tu as cette armée-là, ben tu lances un challenge à un champion de l'armée ennemie, puis là, les deux figurines s'affrontent dans le centre de la table. C'est bien cool. Le gagnant du challenge, il joue en premier. C'est bien cool. C'est super hot, puis genre, j'ai juste lu ça, puis j'étais comme, OK, ben, je veux cette armée-là. Ben, ça me fait beaucoup penser aux Rights of War de l'Horus Heresy. Ouais, mais la différence, je pense, là, c'est que comme on y va, oui, je suis d'accord avec toi, Kev, mais on y va comme un step de plus parce que on restreint énormément ta liste, puis on te donne plein de nouvelles unités qui n'existent pas dans le reste de l'armée, là, tu sais. Ouais, ben ça, je pense que c'est la beauté de Warhammer Fantasy, puis la façon dont les choses sont bâties, là où 30K, il y a comme eu une espèce de weird, on essaye de faire quelque chose de semi-balancé, mais pas vraiment, on l'assume, mais pas tant que ça. Ouais. Ou est-ce que j'étais comme, on pourrait faire des affaires encore plus thématiques, les gars, me semble, on pourrait pousser la coche un peu plus, mais on veut pas trop déranger non plus, là, fait que je suis d'accord, là. Ou tu sais, si on veut faire de quoi de genre un peu balancé, ben peut-être qu'après 3 ans, on aurait pu comme se réessayer de balancer un petit peu, là, tu sais, là, choisir ça, là. Pas être entre deux chaises, là, tu sais, là. Clairement. Mais c'est drôle que t'en parles parce que j'ai l'impression que les Specialist Games sont toujours un peu là. Ils sont entre deux chaises,
Mais c'est savoir laquelle des deux chaises que tu préfères le plus qui va te faire plaisir dans ce jeu-là ou un autre. Ouais. Tu sais, mettons, moi, le Reserizé, le fait qu'il soit, par exemple, fucking zéro, balancé, quelque chose qui a du sens, je suis désolé. J'ai aucun problème avec ça, parce que moi, j'adorais Age of Sigmar 2015 avec 0 points. Moi, j'aime cette conversation-là de balancer les affaires ensemble, puis d'expérimenter, puis après ça, de couper, puis de rajouter. Ça, c'est l'expérience que moi, j'aime. Fait que c'est du bord de la chaise que moi, ça me dérange moins. Mais quelqu'un qui voudrait quelque chose de super balancé, il va trouver que ce jeu-là est vraiment plus compliqué à apprécier qu'un autre. Ouais. Puis Warhammer Fantasy, j'ai l'impression qu'ils ont fait un beau travail de thématique autour des listes d'armées, qui fait que si tu adhères à cette façon-là de faire une armée, tu vas adhérer au système du jeu. Tu vas adhérer à l'univers. Mais si tu détestes les listes thématiques, parce que tu as l'impression que ça t'empêche de faire du list building maximisé, tu n'apprécieras pas vraiment cet aspect-là du jeu, je pense. Ouais, ben, me trompe-tu? Un petit peu, là, dans le sens que tu as quand même aussi, là, évidemment, là, la grande armée qui appelle, là, que tu sais, là, tu as accès à toutes les unités dans le livre, puis tu n'as pas vraiment de restrictions. Fait qu'ils ont laissé l'option, fais ce que tu veux. C'est ça. Exact. Okay. Fait que tu peux juste prendre les guerriers du chaos, là, puis avoir tout le monde en full plate, c'est ça qui te fait triper, là, puis 2 dragons, puis let's go, là, tu sais, il n'y a pas de stress. Mais tu as aussi d'autres options. Finalement, tu as comme plusieurs armées avec ta collection. Là. C'est ça. Puis y a-t-il une façon, là, c'est ton expérience qui va plus pouvoir le dire que le mien, là. Y a-t-il une façon de pouvoir prendre la liste thématique de tes maraudeurs, mettons tes loups de mer, là? Mettons, on va les appeler les Space Wolves de l'océan. Mettons, on va. Encore mieux. J'essaie de trouver quelque chose, là. La petite sirène sous l'océan. Non, mais le principe de ton armée, si tu les joues contre une grande liste que tu appelles la grande armée. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Est-ce que tu peux affronter les deux puis avoir du plaisir, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment comme un clash? Parce qu'il y en a un qui est très thématique puis qui ne fit pas vraiment à jouer contre une grande armée avec les choix qu'eux y ont. Non, absolument pas. Fait que ils se balancent bien entre eux, là. Puis tu peux, si tu vas dans des tournois, j'en ai fait plusieurs, là, des tournois ici, là, puis tu vois les deux types de listes là, fréquemment. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on réécrit pas des codex comme on ferait à 40K ou des Battle Tomes, il n'y a pas de. Quand il sort un Arcane Journal, là, ton armée est pas plus forte que les autres. Là, après, là, elle est juste rendue différente. Tu as juste d'autres options, d'autres armées qui existent. Puis relativement, tout est quand même assez bien, somme toute, balancé, je pense, par le fait que tu as des règles universelles qui s'appliquent à toutes les armées, fait qu'ils ont tout accès. Tu as des items universels, les Common Magic Items, là, qui se présentent encore dans ce jeu-là, qui viennent comme un peu tout balancer. Puis je pense qu'il y a un travail qui a été fait aussi là, d'amont pour s'assurer que ça soit quand même pas trop tout croche. Ils ont peut-être un petit peu appris de l'hérésie d'Horus. Là. Je sais que le focus, c'est pas nécessairement la balance de la chose, là, mais tu veux que tes joueurs puissent se présenter avec n'importe quelle des options puis quand même avoir un match plaisant. Puis c'est le cas, là, présentement. Est-ce que tu n'aurais pas envie de rajouter, de prendre un dragon, de prendre une machine de guerre, de prendre de la cavalerie, puis de prendre de l'infanterie avec ou sans armure, puis de faire en sorte qu'il n'y a pas de raison de prendre 2 de ces 4-là? Non, exact. Ouais. Tu veux pas ce feeling-là, puis c'est un peu ce que tu peux avoir par moment dans l'Horus Heresy, c'est de dire pourquoi est-ce que je prendrais ces unités-là? Il n'y a aucun sens, pourquoi est-ce que je prendrais ça? Ah, exact. Ça, c'est jamais plaisant de se retrouver dans cette situation-là. Yes. Puis tu sais, surtout si ta collection tourne autour de ça, là, après ça, tu te dis crème, j'arrête-tu de jouer ou je fais quoi là, ça marche pas. Alors que tu pourrais jouer quelque chose de complètement thématique qui a du sens à vouloir les jouer, comme tu disais tantôt. Tu sais, jouer quelque chose de thématique qui te motive, c'est plate quand tu réalises que tu joues tous les mauvais choix de ton livre. Ouais. Mais il y a, tu sais, je vous mentirais là si je vous dirais que, mettons, dans les 60 unités qui existent pour l'Empire, il n'y a pas une coupe que tu te demandes qu'est-ce qu'ils font. Là. Mais tu sais, c'est un système complexe, ça va toujours arriver, mais comme tout le monde a des options, le fun, tout le monde a des options narratives, tu sais, il y a des façons de jouer pour toutes les armées, puis je pense que c'est quand même un succès aussi du jeu, là, franchement. Et là, on parle de succès du jeu. Là. Selon toi, c'est quoi l'impact sur la communauté que ce jeu-là a eu jusqu'à maintenant? Ben, moi, je peux vous dire là, que comme il y a une couple d'affaires. Là. Premièrement, Games Workshop avait comme totalement sous-estimé la demande qu'il y aurait pour un retour du Old World. Là. Si on l'a vu au début, puis je pense que David, toi, tu cherches encore quelques modèles pour tes Bretoniens qui sont genre juste jamais revenus. Là. Fait que ça a été un petit peu un flop, mais ils se sont ravisés depuis, puis c'est mieux. Justement, petite parenthèse là. Ouais. J'ai toujours pas réussi à avoir Élise Duchard.
qui est essentiel pour faire le scénario historique du premier Journal. Exact. Mais tu vois, les sorciers de l'Empire qui ont sorti la semaine passée, j'ai vécu une petite frustration parce que le temps que je mette mes trucs dans mon panier à 1 heure, j'ai pas été capable d'avoir, ils sont venus dans la semaine. OK. Comme tu dis, ils sont clairement améliorés. J'ai réussi à avoir mon sorcier dans ma 2e commande. Fait qu'ils l'ont remis. Mais tu vois, les Bretoniens, j'ai toujours pas mes modèles. Exact. Ouais, exact. Fait que, il y a eu ça. Puis je pense que je l'ai mentionné un petit peu rapidement plus tôt, mais comme il y a eu un moment dans le développement du jeu où ils ont dit OK, on réduit l'étendue du projet, puis on passe de je pense 16 factions à 9 factions centrales ou quelque chose comme ça. Là. Puis parce que peut-être qu'il y avait peur d'un échec financier ou commercial, ou je sais pas, là. Peut-être que juste eu un changement de direction, peu importe, là, c'est une business. Là. Mais ça, c'est sûr que c'est arrivé parce que c'était assez tard dans le développement du projet parce que toutes les armées sont essentiellement finies, même s'ils sont en guillemets legacy. T'as tout pareil, même si t'es en guillemets une armée legacy. Puis depuis la sortie du jeu, fait que l'impact que ça a eu, David, là, c'est que je pense que ça a battu les attentes de Games Workshop parce que là, ils ont réouvert le scope du projet. Ils ont dit, OK, on ramène des nouvelles armées, on ramène des nouveaux modèles qui sont quand même très solides, si je peux me le permettre. Fait que ça, c'est super. Puis je peux dire aussi que je sais pas comment c'est par chez vous, mais dans ma communauté locale d'ici, Old World est beaucoup plus gros et présent que Age of Sigmar. Là. Ça a un gros succès là, dans la communauté ici. Fait que, tu sais, puis ça, c'est un exemple. Tu sais, ça se peut qu'ailleurs, ça soit différent, là, mais il y a un exemple. Il y a quand même beaucoup de joueurs là, qui sont rattachés à ça. Mais je pense que ça dépend de... On parlait dans l'autre épisode un peu avant, puis on en parlait un peu avec toi tantôt, mais tout l'aspect communautaire. Quand tu bâtis ta communauté, tu donnes des raisons aux gens d'adhérer. Yes. Fait que si dans The Old World, vous avez des ligues qui font du recrutement, qui invitent les gens à venir, qui se présentent d'une façon personnelle comme étant « t'es le bienvenu, tu peux venir jouer avec nous autres quand tu veux ». Tout cet aspect-là fait toute la différence. Ici, de mon humble expérience, Old World est vraiment moins présent que Warhammer Age of Sigmar, mais parce que Age of Sigmar a littéralement des événements organisés dans le magasin qui commandite, par exemple ici, ou si on prend des gros événements qui se fait autour, Age of Sigmar est extrêmement présent. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de tournois, la communauté s'engage à faire plein de choses. C'est pour ça d'une compagnie qui sort plein de nouveaux modèles, avec plein de Battletorm, avec plein d'FAQ. Je pense que ce mix-là fait que ça fonctionne vraiment bien. Tant aussi longtemps que ces deux-là se rencontrent à un point milieu, ça fonctionne. Old World n'a juste pas trouvé, je pense, la partie recrutement. Ouais. Puis tu sais, tu m'amènes genre 2 réflexions, là, comme la première, je pense que c'est Simon qui disait ça quand il était sur le podcast là, dans un des épisodes, que tu sais, ça te prend, faut que tu trouves des personnes dans ta communauté qui sont comme des points rallieurs, qui viennent comme tout chercher ton monde, qui donnent un peu de vie à ton jeu. Là. Puis on était vraiment chanceux ici, là, où tu sais, je pense que j'ai 6 organisateurs de tournois dans la ville ici, puis d'événements là, narratifs. Ligue, peu importe, name it, là. Puis, fait que ça l'a vraiment aidé à comme créer cet engouement-là, puis tu sais, de générer de l'engagement continu là, d'un point de vue local. Puis tu sais, on en est rendu au point là où tu parlais des tournois Kevin puis des événements. Puis ici, comme il y a 2 gros tournois majeurs à Ottawa qui ont cancellé les événements d'Age of Sigmar, puis qui ont juste mis Old World parce que la demande n'était pas là. Tu sais, là, fait que ça dépend t'es où, puis tu sais, comme il y a des réalités géographiques à ça aussi. Ben oui. Oui. Mais tu sais, quand on a fait notre événement de Warcry d'Halloween, si je me prends 1 an avant ou même 2 ans avant, Warcry, c'est un petit jeu, là, déjà qu'il y avait un peu de support, mais c'était jamais extraordinaire à ce point-là. Ça reste que de réunir plus que 5-6 joueurs, c'était impensable. Le magasin Games Workshop au centre-ville était pas capable de runner une ligue de Warcry. C'est rien contre eux, mais ils n'étaient pas capables de pouvoir en runner une. Parce que justement, les gens adhéraient pas. Puis nous, le dernier événement qu'on a fait, on avait 25 personnes qui venaient jouer, qui venaient triper. On a fait une campagne durant l'été qui a duré durant 3 mois. Les gens, ils ont peint leur warband, ils ont rajouté des monstres dedans, ils ont fait des affaires et ça a duré durant 3 mois avec une vingtaine de personnes. Ce qui a réduit durant la campagne, évidemment. Mais ça reste que tu es capable de pouvoir ramener des gens quand tu leur donnes, comme Simon disait, comme tu disais, un point de ralliement, quelqu'un de ralliement, quelque chose, quand tu donnes du contenu, quand tu donnes quelque chose qui donne confiance aux gens d'adhérer, il n'y a pas de raison pour laquelle est-ce qu'ils ne viendraient pas.
Après ça, s'ils détestent les modèles, s'ils détestent le jeu, là, tu peux rien faire. Là. Comme, tu peux pas recruter des gens qui détestent ce que tu fais. C'est top. C'est ça. Mais si tu leur donnes une raison d'aimer ce que tu fais, puis tu leur donnes une raison de venir, ben, sky's the limit. Là. Que ça soit Saga, que ça soit Napoléonien, que ça soit Silver Bayonet, que ça soit Old World, que ça soit Kill Team, aucune différence. Tant aussi longtemps que tu as du monde, le fun, qui te recrute et qui te donne une raison de venir. Yes. Puis je pense une chose qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, là, c'est une plateforme comme Soirée Peinture ou comme Motley Crue que nous autres on a à Ottawa ici pour The Old World, tu sais, pour rassembler ta communauté puis générer de l'engouement pour tes événements, puis tu sais, comme ça a une importance dans ta communauté aussi, c'est certain. Là. Ouais. Puis vous autres qui pitchez sur les ondes, comme on fait un événement, amenez-vous-en, blablabla, générer l'intérêt, c'est comme pas mal plus efficace que Games Workshop Downtown Montréal, tu sais, là, qui publie peut-être sur sa page Facebook s'il en a un, puis tu sais, là, comme... Oui. C'est un différent niveau d'engagement, là. Oui, puis je pense que tu peux te présenter de façon très différente aussi qu'un magasin qui doit absolument respecter un certain cadre. Mais je trouve ça vraiment le fun ce que vous faites pour votre communauté, puis on voit que le succès vient avec l'engagement que vous avez envers votre communauté. Ça paraît. Là. Yes. Oui, je pense que c'est comme partie intégrale du succès, c'est certain. Là, je suis désolé, David, j'ai aucune idée où est-ce que tu es rendu dans tes questions, mais quelle armée tu joues dans Warhammer Fantasy? Quelle armée tu collectionnes? J'ai pas l'impression qu'on en a parlé tant que ça. On a parlé de Chaos Dwarf, mais à part de ça, puis de Warrior of Chaos. Oui, c'est ça. Fait que les Chaos Dwarfs, c'est comme mon armée principale. J'ai une armée de comme gobelins là, que j'avais d'il y a 1000 ans là, dans Warhammer Fantasy. Puis j'ai aussi là, vraiment des Wolves of the Sea là, qui viennent là, des Warriors of Chaos, comme pas mal mes 3 armées là, en ce moment. OK. J'ai plein de stocks dans des boîtes. Tout ça. Ben, le projet en ce moment, c'est les Wolves of the Sea. Là. Je viens juste de débuter ça. Il n'y a pas d'elfes. Pas d'elfes, là. Non. Pas de nains. Non, juste des nains du chaos, là. Les nains, les nerds du Non, je parlais des vrais nains, là. Pas, Ils sont trop plates, eux autres. Trop plates. David, peux-tu juste sortir l'Arcane Journal que tu avais dans les mains tantôt, juste voir c'est lesquels nains, ça? C'est les nains plates, là. Ouais, ils sont un peu plates, hein? Sont plates un peu, tes nains, je trouve. Imagine, là, des nains, pas de centaures, des nains, pas de démons, pas de lamassu, pas de machines de guerre avec des démons comme intégrés à l'intérieur, tu sais, comme juste des petits bonhommes à pied, là. C'est lamassu. Ouais, c'est lamassu, ouais, exactement. Mais les nains du chaos, ça, c'est dans les années 90, c'est l'armée que je voulais faire, puis ça n'a juste pas donné, puis malheureusement, ils ont pas trop suivi à ce moment-là, mais... Avec les nains qui sont pas supposés faire de la sorcellerie, qui en font, puis là, quand ils en font, ils commencent à se transformer en pierre. C'était malade. Ouais, puis en fait, là, c'est juste comme une petite parenthèse, là, cette règle-là existe aussi là, dans The Old World, où si tu fais, quand tu fais un sort, tu fais un miscast, là, ben, en fait, premièrement, il faut que tu fasses un test pour voir si tu te transformes en pierre. Puis après ça, ben, on va résoudre comme l'impact de ta magie. Là, tu sais, là, fait Ben, tu vois, j'ai très hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec ça, parce que dans les livres de campagne, puis dans les livres dans les Battletomes d'Age of Sigmar, les Chaos Dwarfs sont mentionnés de plein de façons différentes. Yes. Puis on n'a plus de range en ce moment sur Forge World. Exact. Habituellement, j'aurais eu tendance à dire, ben on en a dans Blood Bowl, qui fit dans Warhammer Fantasy The Old World, donc on devrait les voir dans The Old World. Mais ils ont séparé les studios. Ouais. Avec les gammes, ils ont enlevé les Beastmen de Age of Sigmar pour pouvoir les mettre dans Old World. Ouais. Fait c'est quoi qui se passe avec les Chaos Dwarfs? On va-tu voir des Chaos Dwarfs d'un bord, puis moi, je pense des Chaos Dwarfs de l'autre bord? Ben, en fait, là, je pense que les rumeurs sont quand même assez persistantes qu'il y aurait des genres de Chaos Dwarfs qui s'en viennent à Age of Sigmar. Là, je suis d'accord avec toi. Mais comment ils sont rendus organisés en ce moment, ça veut dire qu'ils ne seront pas à Old World, mais vraiment à Age of Sigmar. Mais... Est-ce qu'ils nous sortiraient des Ashut, X-Dwarf, whatever, puis des Chaos Dwarfs de l'autre bord? Pas du tout les mêmes modèles? Ben, la façon qu'ils opèrent maintenant, non. Okay? Parce qu'il y a vraiment, là, ça c'est bizarre, là, mais les studios essayent de vraiment départager entre eux qui a quelle ligne de produit. Là. Puis on essaie de décourager les gens de chercher la ligne de produit de l'autre bord. Puis comme c'est vraiment difficile pour moi à comprendre là, d'un point de vue là, comme
juste de faire de l'argent, là, de pourquoi tu essaierais de dissuader des gens d'aller chercher des armées qui existent. Fait que, tu sais, il y a une situation vraiment bizarre, là, où ce que tous les modèles les plus récents, puis les armées les plus récentes, tu peux les jouer à The Old World, mais c'est toutes des lignes de modèles qui sont pour Age of Sigmar. Puis le studio essaie de te dire, mais ceux-là sont legacy, fait que t'as toutes les règles, t'as toute la thématique, la narrative, let's go, mais comme joue les autres, s'il te plaît, là, qu'on te ressort les vieux modèles. Là, c'est quand même fou parce que les Chaos Warriors ont un tout nouveau range dans Age of Sigmar. Ben oui. Ils sont les mêmes modèles. Puis t'en as dans The Old World qui sortent une Battle Force. Puis je suis comme, mais c'est les modèles les plus statiques de 95. Ouais. Puis t'as eux autres qui sont sortis là, 1 an et demi. Yes, comme, exact. Pourquoi? Comme je l'allume pas. Je sais pas. J'ai pas de bonne réponse. Puis là, t'as les nouveaux Soul Blight qui s'en viennent. Ouais. Yes. Fait que là, on a des nouveaux Black Knight. Puis t'as les vieux Black Knight. Puis là, Age of Sigmar t'a dit, tu peux jouer tes vieux Black Knight, tes vieux Graveguard. Dans l'autre jeu. De ce côté-là, quand même. Même s'ils n'ont plus la même taille, c'est pas grave. On t'a fait des nouveaux modèles. Tu vas pouvoir jouer tes anciens quand même. Mais si tu joues des Vampire Count dans The Old World, clairement qu'ils prennent pas en considération les nouveaux modèles qui s'en viennent. Là. C'est plus pour les anciens modèles. Mais ils vont-tu être encore disponibles pour les Vampire Count? Mais tu peux quand même les utiliser dans Age of Sigmar, mais on te décourage de les utiliser. C'est tellement fucké. Puis, tu sais, là, comme je vais te dire, vu que tu parles des Soul Blight, là, comme un exemple comme qui m'a vraiment frappé du fait qu'à un moment donné, ils ont réduit le scope du projet, là, c'est qu'ils ont refait le White King on Skeletal Steed en 2021, OK? Ouais. Puis en 2021, c'était pas une copie, mais un rafraîchissement du vieux modèle de Warhammer Fantasy Battle. Puis ils viennent juste d'en annoncer un, genre 3 ans plus tard, qui est dans une esthétique complètement différente, mais que c'est le même modèle. OK? Puis c'est la même chose! Avec l'esthétique de Curse City. Tu sais, là, fait que pour moi, ce que ça me dit, là, c'est qu'il y a eu un moment dans le temps où ils ont dit, OK, à Age of Sigmar, on prend l'esthétique Curse City, on refait ça. Les Vampire Counts vont revenir à Old World, puis on va refaire des modèles parce que tout ça le monde nous prend une autre esthétique. Ben oui. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, OK, les Vampire Counts ne font plus partie. C'est rendu Age of Sigmar exclusif, entre guillemets, parce que tu peux absolument les jouer, là. Fait que le modèle, il s'est retrouvé dans l'autre range. Puis là, il a fait un autre modèle qui est comme la même chose, mais il y a juste un différent esthétique, puis il se pointe 2 ans et demi, 3 ans plus tard. Oui, puis t'as comme le Vlad, pas Vlad de Underworld. Yes. Ouais, exact. D'un côté, tu pourrais le mettre comme Vlad Bunkerstein dans Old World, puis ce serait bien chill. C'est le même modèle, il est juste plus beau que l'ancien. Mais sinon. Ouais, exact. Yes. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui a été pris dans leurs dernières armées puis des trucs. Là, tu vois qu'ils commencent à séparer les esthétistes. Parce qu'il y a peut-être eu, comme tu dis, un moment où ils se disent à un moment donné, on mergera ça. Mais tu sais, exemple, ce qu'ils font avec les High Elves, là, ils ont clairement comme tout enlevé de ce qu'il y avait pu être les Cities of Sigmar aussi, qui était l'Empire. Ils enlèvent vraiment tout de l'univers d'Age of Sigmar en disant ça va revenir un jour. T'sais, ils ont fait ça avec les Dark Elves, avec des figurines de nains, etc. Ouais, les Dark Riders. T'sais, des figurines que depuis le début d'Age of Sigmar, ils essayaient de les garder. C'est quand même des figurines qui étaient comme à la fin de Warhammer Fantasy Battle, puis qui étaient déjà vers l'esthétisme de Age of Sigmar. Mais tu vois que là, ils ont fait non, ça cette esthétisme-là va être gardé là, pour quand on va ramener ça dans The Old World. Fait que on voit qu'il y a effectivement des armées qui étaient peut-être pas dans les cartons, qu'ils ont dit ouais, on va tout, on refait tout, on part à neuf. Ouais, je pense que tu as 100% raison, mais comme j'ai aucune bonne raison pour te expliquer pourquoi ils feraient ça comme ça, là, c'est juste un genre de fait de la vie là, avec lequel il faut composer dans The Old World. La seule, puis là, on arrive vers la fin de l'épisode, là, mais la seule chose que je me rappelle avoir lu au niveau des enveloppes budgétaires des studios, c'est de comment tu justifies donner X nombre d'argent à un studio si t'es pas capable de pouvoir dire qu'il a généré des ventes. Ouais, mais... Ouais, mais j'ai quand entendu... ils séparent les affaires, là, c'est la seule chose que j'ai pu voir qu'il y avait comme un certain... je suis comme, ok, je peux comprendre. Comme j'ai entendu ça aussi, là, mais je pense qu'en 2025, là, ils sont capables de trouver une façon là, dans les données, là, les retours de rapport de vente là, pour voir qu'on a sorti, mettons, je sais pas, là, les Vampire Counts à Old World. Ça l'a fait monter les ventes des Soul Blight Gravelords là, de 65% en un mois quand ça a sorti. Ben, probablement qu'il y a un lien entre les deux, là, gang. Là, c'est pas un hasard. Là. Clairement, mais ce que je me dis, c'est est-ce qu'ils se sont donné, je donne un exemple, là, est-ce qu'ils se sont donné
un contrat contexte de 10 ans. On fait ça. On a parti, mettons, le projet Old World, là, on l'a commencé en 2017-2018, mettons. Ouais. On l'a annoncé en 2019. On y pense depuis 1 an. On se donne 2019 à 2030. Et on doit réussir quelque chose. Sinon, scanne le projet au complet, puis on fait quelque chose d'autre. Mettons, Necromunda, même chose. Dans le big corporate, je ne veux pas vous décevoir, mais des fois, c'est bien niaiseux du concept, puis ça touche ce que Steven est en train de dire. S'il y a quelqu'un quelque part qui s'est seté un objectif, puis qu'il y a un truc monétaire qui dépend de ça peut tout foirer la patente, mais ils vont essayer d'atteindre l'objectif, malheureusement. Puis Games Workshop est une grosse compagnie en bourse. Mais je pense que si on veut être optimiste par rapport à ça, c'est qu'ils ont l'air d'accepter le virage que The Old World est peut-être, on ne sait pas, plus populaire que ce qu'ils pensaient. Puis, ils ont l'air d'avoir accéléré Parce qu'au début, quand on regardait la release de Bretonnier, d'Orc, qui était la première après, puis des Tomb King, c'était vraiment comme ils te le présentaient, comme si, attendez-vous pas à des... c'était comme tout le temps un sous-entendu de attendez-vous pas à trop, attendez-vous pas à que ça aille vite. T'avais un peu l'impression qu'ils s'excusaient quand ils sortaient quelque chose. Ils s'excusaient d'avance, Puis là, ça l'a comme exponentiellement depuis 1 an et demi, ils commencent à sortir puis faire plus de previews puis de trucs. Fait que par exemple, la release de l'Empire, moi, je suis sûr qu'il y avait des trucs là-dedans que dans leur tête, ça allait être sur plusieurs années. Certains 100%. Puis je pense que le point dans le... Oh, excuse, vas-y. Non, vas-y. Le point dans le temps où c'est arrivé, là, c'est après le release des nains. Fait que, tu sais, il y a eu les Bretonniens et les Tomb King en premier. Ensuite de ça, les Greenskins sont sortis, les orques. Après ça, on a eu les nains. Puis après ça, on a eu genre silence radio pendant comme 6 mois. Puis on était là, quoi qui se passe, là, gang? On est comme vous abandonné ou on sait pas? Fait que là, puis après ça, ils sont tombés avec les Warriors of Chaos. Puis à partir de ce moment-là, c'est genre non-stop, on reveal des nouveaux modèles, on montre des concepts qu'on a, on vous donne un peu une interaction avec la communauté de vers quoi on se dirige. Tout le monde, on a augmenté l'étendue du projet. Café s'en vient. C'est particulier. Cette fenêtre-là était particulière parce que les Dwarfs, ils ont eu plusieurs nouveaux personnages. Ouais. Autant en plastique qu'en résine. Ouais, Chaos Warrior, ils ont eu 0. Après ça, on a eu un personnage qui est apparu. Oui, mais si je me rappelle bien, quand ils avaient annoncé l'armée des Chaos Warriors, il n'y avait aucun nouveau personnage, puis ils ont annoncé celle de Forge World par après. Oui, parce que toutes les posts que je voyais en ligne, c'était des gens qui disaient « Hey, non, mais on ne mérite même pas un héros! » Comme les orques en ont eu, on en mérite un. Là-dessus, comme ton alter ego, Kevin, il dit, moi, je pense qu'ils ont eu ils étaient dans un genre de réflexion. C'est après ça qu'ils vont comme embrace OK, fuck it, on prend tous les kits qui étaient de Warhammer Fantasy Battle, on les ressort, on commence à annoncer qu'on les repack, puis là, on l'a vu avec l'Empire, avec qui s'en vient. Les Alliances, ils ont plein de des nouveaux modèles cool, là. Ils ressortent des vieux. Oui, ils ont mais c'est plus que ça. Ils repack, ils ont vraiment fait, OK, on ressort toute l'esthétisme de Warhammer Fantasy Battle, puis on pompe des kits, puis des... Au début, c'était vraiment là, comme si c'était petit par petit, puis qu'ils ne voulaient pas trop s'avancer, puis là, c'est comme, fuck it, on pogne tous les kits qu'on avait de nos anciennes armées, puis on les ressort, on enlève ce qui restait dans Age of Sigmar, on va le ressortir dans The Old World. Fait que, il y a vraiment un shift de, OK, on y va de l'avant avec ça. Puis là, maintenant, quand tu regardes dans les magasins comme à l'Abyss, ou en ligne, The Old World a une grosse place. Là. Un peu comme l'Horus Heresy, c'est un peu comme le même modèle. C'est comme si au début, ils disaient l'Horus Heresy, on va repacker certains trucs, puis ils auraient pu sortir ça pendant des années. Puis en dedans, finalement, 1 an et demi, ça allait après un genre de silence radio, après le premier release de Horus Heresy. Après un bout, ça a été fuck it, on enlève Forge World, puis on commence à tout sortir les kits en plastique, on annonce des nouvelles armées, des nouveaux. Il y a peut-être eu un chiffre, effectivement, dans la compagnie qui ont fait OK, ben ça marche plus qu'on pensait. Go, vous avez le budget pour y aller. Parce que Horus Heresy et The Old World ont quasiment eu plus de visibilité dans certains cas, effectivement, que Age of Sigmar. Oui, 100%. Dans ma tête. Puis Phil, un bon exemple de que ce travail-là, je pense, avait déjà été fait puis qu'il a été restreint, là, c'est que, tu sais, David, tu disais que tu as acheté les 3 mages de l'Empire, là. Si tu regardes dans ton rulebook de The Old World là, qui est sorti en janvier 2024, là, ben, ces 3 mages-là, puis comme tous les nouveaux personnages qui sortent, by the way, là, c'est des pièces là, de art, là, des pièces de
qui sont comme dans les pages, là, tu sais, là, en moins foncé. Comme ces modèles-là avaient déjà été designés là, il y a comme 2-3 ans quand ils étaient en train de produire ce livre de règles-là. Ils sont en train de sortir maintenant. Là, tu sais, là. Fait que là, ils ont annoncé un personnage pour les Beastmen, comme il est dans ton livre de règles. Là. Là, fait que, mais il n'est pas nommé puis tout, mais tu sais, sa photo est là, ben c'est comme une image en version là, dessinée, là, est là. Puis là, ben, il sort genre 2 ans après, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ce qui va arriver en 2025. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec tout ça. Ah, mais si. Oui, absolument. T'avais-tu d'autres questions, David? Ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais c'est sûr que j'en aurais pour des heures et des heures. Fait qu'on va être obligé de te réinviter. Ben, c'est ça que je vais dire. On n'a pas le choix de réinviter, Kevin. Ben oui, anytime. Anytime, ça fait plaisir. Ben, écoutez, comme je disais, on est un peu rendu à la fin, fait que je vais faire mon speech habituel de fin. Premièrement, merci, Kevin. Merci. On dit, je préfère plein de jeux de mots sur le fait à quel point c'était quelqu'un d'extraordinaire et que les Kevin, en général, on est des gens hors du commun et spécial et unique. Et David a l'air d'avoir la main levée puis il va s'étouffer si je donne pas le droit de parole. Les gens qui ont aimé ça, t'entendre parler de The Old World, t'as un podcast, où est-ce qu'on peut trouver ça? Oui, absolument. Fait que notre podcast, c'est Motley Crude. C'est en anglais, là, avec mes co-conspirateurs ici à Ottawa, là, Andrew et Ryan. On les salue. Allô, Andrew. Allô, Ryan. Exactement. Je pense pas qu'ils vont nous écouter en français, mais ceci étant dit... J'en demande pas tant, là. Je veux juste qu'ils écoutent jusqu'à temps que je dise leur nom. Ah, fantastique. Vous pouvez nous trouver sur à peu près toutes les plateformes là, que vous utilisez, là, que ce soit Apple, que ce soit... tous les sites de podcast là, que vous avez là. Ouais. Est-ce que tu es sur Spotify? Est-ce que vous êtes sur Spotify? Absolument. Oui, sur Spotify aussi. Comment tu écris Motley Crude? Fait que Motley, c'est M-O-T-L-E-Y, comme le groupe de musique. Puis Crude, c'est C-R-E-W-E-D. Puis c'est le nom d'une règle, en fait, dans The Old World. Ça serait une unité que tu pourrais avoir des différents modèles armés différemment. Tu sais, que avec tout de l'équipement différent, fait que vu qu'on était des personnes différentes, blablabla, tout ça, fait que c'était comme un petit jeu de mots intéressant. Là. Ben, écoute, ça paraît peut-être pas bien, mais je viens de vous follow, je viens de vous ajouter, j'ai hâte de vous écouter. That's it. Merci beaucoup. Hey, ben, merci de ta générosité, merci pour toute ton énergie. C'était vraiment cool, t'as embarqué dans notre vibe, c'était vraiment nice. David est le seul de nous trois qui fait du Old World, qui achète les produits de Old World. La majorité du temps, quand je les achète, c'est pour les mettre dans les Age of Sigmar. Parce que je trouve que c'est des beaux modèles. Je le montrais tantôt mais genre, j'ai acheté la boîte des Tomb King dans le but de revendre tout le reste de la boîte, mais juste garder lui. Parce que je trouve que ce modèle-là, il est fucking beautiful. Fait il y avait comme pas de raison pour laquelle j'embarquerais pas. Mais c'était vraiment cool de pouvoir jaser avec toi, puis tu nous as donné envie de faire du Old World, c'est sûr et certain. C'était ça le but, je suis content que ça marche un peu. Ah ouais, plus qu'un peu. Si c'était pas du bébé qui s'en vient, il y aurait de l'argent qui passerait là-dedans. Mais merci encore d'être là. Les gens, allez vous rajouter sur Motley Crude, très cool sur Spotify. Je viens de faire quand même pas mal d'épisodes, c'est vraiment nice. Vous pouvez écouter nos épisodes qui sortent à chaque semaine / 2 semaines, le plus souvent qu'on est capable, sur Balado Québec et Spotify. On a aussi sur YouTube. Donc, évidemment, YouTube, c'est Soirée Peinture directement. On a les médias sociaux habituels. Donc, sur Facebook, Soirée Peinture, le Balado, qui est la page officielle avec les événements, les annonces, les vidéos, tout le kit. Et on a Soirée Peinture, la communauté, qui est notre groupe où les gens partagent leurs projets, où est-ce qu'on discute, où est-ce qu'on fait plein d'affaires. Et on a aussi l'Instagram qui est soirée.peinture. Et je ne l'ai pas mentionné dans l'ancien épisode, malheureusement, mais je vais le dire cette fois-ci. On a le Discord aussi de Soirée Peinture. Le Discord? Oui. C'est le Discord ou juste Discord? Soirée Peinture. Le Discord. Oh, wow! OK. Je pensais faire une joke plate. Mais, fait qu'on a Soirée Peinture, le Discord. Et, ben voilà. Fait que, ben merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et on espère que vous avez aimé ça. Fait qu'il y aurait juste une chose à dire. David? Les nains plates. Phil? Family. Oh! Kevin? Soirée Peinture, moi je vais le dire. Ah, merci. Ben, d'abord, je vais te laisser dire le mot de la fin, puis moi je vais juste dire Charybdis.
Ah! Bonne soirée peinture!